Il y a eu Wimbledon 2001 pour Roger Federer, Monte-Carlo 2005 pour Rafael Nadal et Miami 2007 pour Novak Djokovic. Désormais, il y aura Miami 2022 pour Carlos Alcaraz. Retour sur l'éclosion d'un géant. Jingle. Salut les talkers, moi c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Et si tu as l'œil, tu as constaté que nous avons fait une refonte graphique. Nouveau logo, nouvelle bannière, nouveau générique, l'intro et l'outro. Comme tu te constateras, la chaîne existe depuis 2016, on a testé plusieurs formats. Et on avait un logo et une identité graphique qui était assez vieille, qu'on traînait depuis le début. Donc là on a voulu prendre un nouveau départ pour ce début de saison sur Terre et la fin de saison sur Miami pour toujours te proposer un contenu plus qualitatif, plus pro. Donc merci à Laura, notre graphiste. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons revenir sur les deux finales du deuxième Masters 1000 de l'année à Miami où Swiatek s'est imposé contre Osaka et Alcaraz s'est imposé contre Ruud. On commence tout de suite avec la finale messieurs où Alcaraz a pris le meilleur sur son adversaire norvégien 7-5, 6-4 et pourtant c'est l'Ibérique qui a connu un retard à l'allumage, très rapidement mené 3-0, où il allait beaucoup trop rapidement à la faute, côté coup droit. Son adversaire, lui, avait des bases solides sur un schéma de jeu classique, on va dire, sur un service plus simple, où il s'appuyait sur son coup droit, très puissant, 146 km/h en moyenne sur les 5 premiers jeux. Et petit à petit, Alcaraz a commencé à gommer ses fautes, a commencé à être sur toutes les balles, à frustrer son adversaire, à faire son retard. Et derrière, c'est Ruud qui va accumuler de vilaines fautes, qui va vouloir raccourcir l'échange, sachant que son adversaire avait une excellente couverture de terrain, comme on a pu le voir depuis l'intégralité de ce tournoi de Miami, depuis le début de l'année. Et il va perdre le fil de ce match. Le premier set, il va le perdre 7-5. Et Alcaraz, derrière, il va mener très rapidement 3-0 dans le deuxième set. On va avoir Ruud qui va avoir un petit sursaut d'orgueil pour revenir à 3-2, où il va se montrer un peu plus agressif, il va se faire manipuler derrière, mais finalement jusqu'à la fin Alcaraz va garder son avantage. Et c'est dû notamment à une clé, le fait qu'il ait réussi à axer le jeu sur le revers de son adversaire. On a vu les lacunes du Norvégien dans ce compartiment du jeu-là où il allait très rapidement à la faute, notamment côté avantage avec son service kické extérieur sur le revers de Ruud où il a eu énormément de points gratuits parce que Ruud relançait dans le filet ou dehors et il l'a fait également sur les côtés égalité. À chaque fois qu'il était en difficulté sur ses engagements, il cherchait le revers de son adversaire et c'était 90% du temps payant. Et Ruud a commencé à faire un petit peu plus de fautes et Alcaraz a montré l'ensemble de sa panoplie tennistique, le fait qu'il a un excellent jeu de jambes, qu'il se déplace très bien, qu'il ait une très bonne couverture de terrain, mais également qu'il puisse faire quelques amortis, même si elles n'ont pas été toutes payantes, qu'il puisse terminer le point au filet, qu'il a un très bon coup droit, et également côté revers, où il arrive à tenir la diagonale et derrière attaquer longue ligne pour se montrer le plus rapidement agressif dans l'échange. Ce match m'a fait penser un petit peu à celui contre Tsitsipas, où le grec mène 5-2, derrière Alcaraz revient à 7-5 et prend le match en 2-7. On a vu les mêmes défaillances côté revers chez Ruud, et c'est un schéma de jeu qui a été payant pour Alcaraz, qu'il a su reproduire contre son adversaire norvégien. Donc vraiment chapeau Alcaraz qui a fini sa magnifique semaine en beauté et même son début d'année, sachant qu'il a seulement 2 défaites contre Berrettini à l'Open d'Australie et contre Nadal à Indian Wells. Il va être 11e au classement ce lundi, il est 2e à la race. Il y a la saison sur terre battue qui arrive où il a très peu de points à défendre. Ruud lui va monter à la 7e place et surtout Alcaraz devient le plus jeune vainqueur du tournoi de Miami. Actuellement c'était occupé par Novak Djokovic et son titre en 2007. Du côté des dames, Swiatek s'impose 6-4, 6-0 contre Osaka et la nouvelle numéro 1 mondiale, Taï Patron, a tout juste 20 ans, c'est 17 victoires consécutives, 26 jeux perdus pour gagner Miami, 20 jeux perdus au total sur ses 6 dernières finales. Sa seule finale qu'elle a perdue, c'était en 2019 à Lugano contre Ergog. C'est la première joueuse à remporter les 3 premiers WTA 1000 de la saison, la 4e à réaliser le Sunshine Double, c'est-à-dire s'imposer à la fois à Indian Wells et à Miami. Et cette finale partait sur de très bonnes bases avec Osaka qui sauve son engagement sur le premier jeu du match au bout de 11 minutes. Mais très rapidement, son adversaire va mettre en place un plan tactique pour faire déjouer le plan de jeu de la japonaise. Je pense notamment au fait que Osaka sur cette semaine, elle a été très solide, elle a écuré un petit peu ses adversaires avec le rythme qu'elle apprenne à la balle et surtout le poids qu'elle a dans cette balle. Sauf que ça a tendance à être un petit peu trop neutre, trop linéaire. Et Swiatek, elle s'est régalée à changer la direction et à ouvrir les angles, ce qui a permis d'exposer les lacunes au niveau des déplacements latéraux de Naomi Osaka. Swiatek a été la plus en réussite sur les secondes adverses, sachant que Osaka remportait seulement 33% des points sur ses secondes balles. Et
À l'inverse, la polonaise a remporté 67% des points sur sa seconde balle. On a vu Naomi Osaka s'avancer sur le court pour vraiment prendre cette deuxième balle de façon très agressive, mais ça n'a pas payé, elle allait trop rapidement à la faute. 21 coups gagnants, 14 fautes directes pour Iga, et Naomi, elle a lâché un petit peu dans le second set. Donc c'est vrai qu'on a une Swiatek qui est impressionnante en ce début de saison, qui a cette qualité de pouvoir passer rapidement d'une phase défensive à une phase offensive. Et quand même, il faut saluer aussi la performance d'Osaka qui a fait preuve de résilience sur cette semaine floridienne après ce qui s'est passé à Indian Wells, d'autant plus qu'elle a battu Kerber et Bencic, des joueuses contre lesquelles elle était menée dans les confrontations. Et comme en 2021, Osaka s'incline à Miami en inscrivant seulement 4 jeux. Elle avait perdu en quart de finale contre Sakkari. Maintenant, place à la terre battue, et quand on connaît les qualités que peuvent avoir Alcaraz, Ruud ou Swiatek sur cette surface, c'est vraiment de bon augure. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux finales. Ça a été un plaisir de suivre ce tournoi floridien avec nos crèmes liftées. J'espère que ce format te plaît. Je te laisse un petit peu regarder notre nouvelle identité graphique. Nous, ce lundi à 21 h, on se retrouve avec Alexis pour un live pour débriefer sur la fin de tournoi de Miami. J'espère que tu seras au rendez-vous. On se retrouve également dans la semaine avec une interview de Paul Dorochenko, qui a été le préparateur physique de Roger Federer dans sa jeunesse. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant, d'assez enrichissant au niveau de ces anecdotes. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve dans les commentaires pour débattre sur ces deux finales. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.